Bonjour, je m'appelle Cheryl Larivière et bienvenue à l'émission Sur la faille de Cadillac, une série de balados-diffusion du musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic, présentée par la mine Kina de Westdome, qui vous invite à parcourir l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue autrement. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage le long de la faille de Cadillac, toujours en suivant la route 117 et les villes minières qui se sont développées le long de cet immense corridor géologique. Dans le premier épisode, on s'arrêtait à Louvicourt, à l'entrée du territoire abitibien. Mais en continuant vers l'ouest, on arrive rapidement dans l'un des centres miniers les plus importants de toute la région, Val-d'Or. Aujourd'hui, Val-d'Or est une ville bien établie, un pôle économique majeur en Abitibi-Témiscamingue et un endroit dont l'histoire est profondément liée à l'exploration de l'or. Mais au début des années 30, il n'y a encore ici que quelques camps miniers prospecteurs installés en pleine forêt. Et pourtant, en l'espace de quelques années seulement, le secteur va connaître une croissance spectaculaire avec l'ouverture de plusieurs mines importantes. Alors Maxime, comment explique-t-on l'apparition aussi rapide d'un centre minier comme celui de Val-d'Or? Ce qui est intéressant, Cheryl, avec Val-d'Or, c'est que les gisements d'or du secteur sont connus depuis relativement longtemps. Dans les années 1910-1920, des prospecteurs identifient plusieurs indices aurifères dans la région. On parle notamment des gisements qui vont plus tard devenir les mines Cisco, Sullivan, la Betty ou encore le Green Stable. À ce moment-là, ces découvertes restent en grande partie inexploitées. Il faut se rappeler que l'Abitibi, je le répète, je pense, à chaque épisode, est encore à cette époque-là, au tout début du 20e siècle, très isolée. Les infrastructures sont limitées, donc l'attention des investisseurs est surtout tournée vers des districts miniers qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus établis en tout cas, comme le nord de l'Ontario. Ce qui va vraiment changer la donne, on en a déjà parlé, c'est le contexte économique du début des années 1930. Avec la crise économique puis les décisions prises aux États-Unis pour stabiliser leur monnaie, le prix de l'or augmente de façon importante, passant d'environ donc 20 $ l'once à 35 $ l'once. Donc, comme on disait, du jour au lendemain, plusieurs gisements qui étaient connus mais jugés peu rentables deviennent soudainement très intéressants pour les compagnies minières. C'est ce qui va déclencher donc la ruée vers l'or, en particulier dans le secteur de Val-d'Or. Donc, dans les années 1930, plusieurs mines entrent donc rapidement en production. On peut penser aux mines Lamaque, Sigma, Sullivan, Shawkey, entre autres. Là, il y en a plusieurs autres. Et autour de ces exploitations, il y a des camps de travailleurs qui vont commencer à apparaître. On parle souvent des grandes entreprises minières qui arrivent dans la région dans les années 1930. Est-ce que ce sont surtout des compagnies étrangères qui exploitent ces gisements ou est-ce que c'est des entrepreneurs d'ici qui réussissent aussi à jouer un rôle dans ce développement? Dans les années 30, la réponse va peut-être te décevoir, Cheryl, mais la plupart des grandes mines du secteur à Val-d'Or, mais aussi dans le reste de l'Abitibi, sont effectivement développées par des capitaux venus de l'extérieur, donc principalement de l'Ontario puis des États-Unis. Les grandes compagnies minières anglophones disposent alors vraiment beaucoup des moyens financiers, des ressources financières qui sont nécessaires pour construire les puits, les moulins, toute l'infrastructure qui permet d'exploiter un gisement aurifère, ça coûte beaucoup d'argent. Ils ont les moyens de ces ambitions-là à l'époque, puis c'est des compagnies qui sont déjà développées donc aux États-Unis, ailleurs dans le Canada, qui poursuivent donc leurs investissements vers l'Abitibi. Par exemple, certaines des mines les plus importantes de la région, comme la Lamaque ou la Sigma, vont être exploitées par des compagnies qui attirent des investissements provenant de Toronto ou des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les entrepreneurs d'ici sont complètement absents de l'histoire non plus. Il y a certains acteurs locaux qui réussissent à jouer un rôle important dans le développement du secteur. On peut penser à Hector Authier, qui était un homme d'affaires et un député de la région, qui participe à la mise en valeur de plusieurs gisements avec le groupe d'exploration Reed-Authier. Leur travail consiste essentiellement à identifier des gisements, sécuriser les claims miniers, puis à attirer ensuite le capital nécessaire, souvent de l'extérieur, pour développer les mines. On a les frères Beauchemin aussi? Oui, c'est un groupe là, de francophones, les frères Beauchemin, qui vont participer financièrement aussi à l'exploitation de la mine Sullivan, quelques autres propriétés de la région. Donc même si le capital vient le plus souvent, malheureusement, peut-être de l'extérieur du Québec, il y a quand même des acteurs locaux qui réussissent à s'insérer là-dedans puis à peut-être tirer un petit peu leur épingle du jeu malgré tout.
Puis avec l'arrivée de toutes ces compagnies minières-là dans le secteur, il faut aussi organiser la vie autour des mines. Dans certains cas, ce sont des compagnies qui vont planifier la création de véritables villes minières et c'est justement ce qui ramène à la fondation de Bourlamaque. Oui, Cheryl, Bourlamaque, c'est un très très bon exemple de ce que c'est une ville de compagnie minière, en fait. Donc, quand certaines compagnies minières vont arriver dans le secteur de l'Abitibi dans les années 1930, elles veulent éviter les problèmes qu'on observe dans les camps miniers ailleurs en Amérique du Nord, où les villages se sont développés généralement de manière très improvisée autour des mines. Donc, justement, le cas des villages de squatteurs, mais à puissance 10. Euh, Donc, il y a certaines entreprises qui vont décider de planifier déjà d'elles-mêmes des véritables villes minières pour leurs travailleurs. Ça va être le cas de la mine Lamaque qui fonde en 1934 la municipalité de Bourlamaque. La ville, elle est aménagée selon un plan assez précis, des rues organisées, des services, des logements pour les travailleurs, aussi pour leurs familles. Ce qui est particulièrement remarquable à Bourlamaque, c'est que les maisons sont construites en bois rond. C'est ce qui donne au quartier un style architectural très distinctif. Donc à l'époque, c'est des habitations qui sont pratiques. Elles sont rapides à construire, puis elles sont très solides pour le climat de l'Abitibi. C'est encore un bijou aujourd'hui. On peut observer le quartier qui est connu comme un lieu historique encore à ce jour. Mais pendant que Bourg-Lamarque est une ville planifiée par la compagnie Lamaque, d'autres gens choisissent plutôt de s'installer à proximité des mines, dans des camps qui se développent un peu plus spontanément. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'apparaît Val-d'Or. Oui, parce que contrairement à Bourg-Lamaque, donc qui est une ville planifiée par une compagnie minière, Val-d'Or se développe donc spontanément, en réalité un peu comme un village de squatteurs. Donc ce sont au départ surtout des prospecteurs, des travailleurs, des entrepreneurs qui viennent s'installer donc près des différentes mines qui ouvrent leurs portes dans le secteur. On voit apparaître des commerces, des hôtels, des restaurants, bref, toute une activité économique qui se développe autour des exploitations aurifères. Et comme il n'y a pas encore vraiment de plan d'urbanisme, la construction des maisons se fait à l'initiative individuelle, ce qui donne parfois un développement un petit peu plus chaotique. On n'est pas dans les rues très carrées de Bourlamaque. Mais malgré ce contexte plus improvisé, la croissance va être extrêmement rapide. La municipalité de Val-d'Or, elle est fondée en 1934. Puis en l'espace de quelques années seulement, le secteur passe d'un simple campement forestier à une véritable ville minière. Par exemple, dès 1937, Val-d'Or compte déjà environ 7000 habitants, ce qui est énorme pour une ville aussi récente. Et cette croissance s'explique directement par l'ouverture de plusieurs mines importantes dans le secteur, comme la Lamaque, la Sigma, la Sullivan ou encore la Cisco. Ils vont attirer des milliers de travailleurs et leurs familles. Donc, autour des différentes mines, plusieurs noyaux d'habitation apparaissent rapidement dans le secteur. Mais Val-d'Or et Bourg-Lamarque ne sont pas les seules localités qui se développent à ce moment-là. Il y a aussi d'autres villages miniers qui apparaissent dans les environs. Maxime, qu'est-ce qu'on retrouve en fait autour de Val-d'Or à cette époque-là? Oui, parce que le développement du secteur ne se limite pas seulement à Val-d'Or. Avec l'ouverture de plusieurs mines dans les années 30, il y a différentes agglomérations qui apparaissent autour là, des sites d'exploitation. Donc les gens ont tendance à vouloir s'installer très près des mines où ils travaillent. Donc à l'est de Val-d'Or, par exemple, on va se développer le village de Sullivan, qui tire son nom d'un des pionniers associés à la découverte du gisement aurifère dans le secteur. La mine Sullivan commence à être exploitée au milieu des années 1930, puis le village, lui, se développe autour de cette activité-là. Donc, on y trouve rapidement plusieurs infrastructures pour la mine, des installations industrielles, mais aussi des bâtiments municipaux puis des services pour les travailleurs. Un peu plus loin, il y a le secteur de Dubuisson qui attire plusieurs prospecteurs dès les années 1910. On y découvre différents gisements, notamment dans le secteur de Shaki puis de Aminkina aussi. Même si certains de ces projets miniers ont une durée de vie un petit peu limitée, ils contribuent quand même à structurer le territoire de Val-d'Or et à renforcer l'importance du district minier dans la région. Éventuellement, ces villages vont être annexés à Val-d'Or, donc tout comme Bourg-Lamaque, de même que Louiscourt, dont on a parlé dans le dernier épisode. Il y a aussi des secteurs comme Vassan, Valsenville, Lac-Lemoine, Jacola, qui vont aussi être finalement fusionnés avec Val-d'Or. Donc, c'est dans les années 1930 que tout va très vite, là. Les mines ouvrent les unes après les autres et Val-d'Or passe en quelques années d'un camp minier en pleine forêt à une véritable ville, si je comprends bien. Mais cette croissance rapide se déroule dans un contexte international qui va bientôt bouleverser l'économie mondiale. La Seconde Guerre mondiale arrive. Maxime,
Quel impact ce conflit va avoir sur l'activité minière dans le secteur de Val-d'Or? La guerre, elle a effectivement un impact qui est très important sur l'industrie minière, même si les mines de la région vont continuer à fonctionner pendant la guerre. Le principal problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il y a plusieurs travailleurs qui quittent les mines pour s'engager dans l'armée ou pour travailler dans les industries qui sont liées à l'effort de guerre. Donc, certaines compagnies doivent ralentir leurs activités parce qu'elles n'ont pas les ressources humaines pour continuer. Par exemple, la mine Sigma doit réduire sa production quotidienne, passant d'environ 1100 tonnes de minerais par jour à environ 800 tonnes pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Du côté de la Lamaque, on va aussi ralentir tout ce qui est projet d'expansion. Là, on va se concentrer sur les projets en cours. Donc, malgré ces contraintes-là de ressources humaines, l'activité minière ne s'arrête pas complètement. Il faut comprendre aussi que la guerre, elle crée une forte demande pour plusieurs métaux, comme l'or, le cuivre ou le zinc. C'est ce qui permet aux mines de la région de continuer à jouer un rôle important dans l'économie canadienne à cette époque-là. Absolument. Même si la guerre ralentit certains projets, l'industrie minière reste active dans la région. Et après la guerre, on entre dans une nouvelle période où la ville continue de se structurer et de se développer. À quoi ressemble Val-d'Or dans les années qui suivent? Après la guerre, on entre dans une période où la ville de Val-d'Or continue de se structurer. La population continue d'augmenter rapidement. Donc, entre 1941 et 1951, donc sur près de 10 ans, on passe d'environ 4000 habitants à plus de 8000, donc près de 9000 habitants. Ce qui montre que la ville poursuit sa croissance là, même après les années de guerre. On double la population. Oui, on fait plus que la doubler. Donc, bien sûr, il y a une majorité de travailleurs qui est francophone dans la ville de Val-d'Or, mais c'est important de mentionner que les mines attirent également de nombreux immigrants venus d'Europe. Il y a plusieurs travailleurs qui arrivent notamment d'Ukraine, de Pologne, de Finlande ou encore de Tchécoslovaquie. Et ces gens-là viennent pour travailler dans les mines de notre région. Cette diversité, elle va refléter le caractère international de l'industrie minière à cette époque-là, mais aussi de la communauté valdorienne. La croissance oblige aussi la municipalité à développer davantage ses infrastructures puis ses services. À la fin des années 40, au début des années 50, il y a plusieurs équipements importants qui sont construits. On peut penser à l'hôpital, à l'aéroport, à la bibliothèque municipale aussi. Donc la ville commence à s'étendre, il y a des nouveaux quartiers qui apparaissent, notamment à l'ouest de la ville où on va donner des terrains à des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement à ce développement urbain, l'activité minière, elle va reprendre aussi beaucoup d'ampleur. Donc dans les années 50, certaines mines là, qui atteignent des niveaux de production encore plus élevés qu'avant la guerre. À ce moment-là, la mine Lamaque devient le plus grand producteur d'or du Québec, donc en 1952, avec une capacité de traitement d'environ 1300 tonnes de minerais par jour. Okay, ils ont franchi vraiment quelque chose au niveau de l'histoire là, en 1952. Quand on parle de l'activité minière, justement, autour de Val-d'Or, on pense évidemment beaucoup à l'or. Mais est-ce que ce sont les seules ressources exploitées dans la région ou est-ce qu'il y a aussi d'autres types de gisements? C'est certain que l'or domine l'histoire minière de Val-d'Or, puis de la région, mais c'est pas la seule ressource qui est exploitée en région. Bon, c'est certain, on exploite souvent l'or en même temps que l'argent ou le cuivre, mais aussi à quelques kilomètres au nord de la ville de Val-d'Or, dans le secteur de la Corne, on exploite par exemple un gisement de molybdénite, à l'époque un minerai qui est utilisé dans la production d'alliages métalliques. Les premières traces d'exploration remontent au 20e siècle, mais l'exploitation la plus importante a lieu entre 1951 et 1972, lorsqu'il y a différentes compagnies minières qui vont exploiter le gisement donc, de molybdénite. Pendant cette période, il y a plusieurs millions de tonnes de minerais qui sont extraites. Ça montre que l'activité minière de la région, ça repose pas uniquement sur l'or, même si c'est clair que c'est la ressource qui est dominante. Donc, pendant plusieurs décennies, l'industrie minière continue de soutenir le développement de Val-d'Or et d'attirer de nouveaux habitants dans la région. Mais comme dans plusieurs villes minières, cette prospérité-là reste aussi très liée au cycle de l'industrie. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1980 quand certains gisements commencent à s'épuiser et que le contexte économique devient un peu plus difficile? En fait, à partir des années 1980, l'industrie minière de la région entre effectivement dans une période qui est beaucoup plus difficile. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. D'abord, c'est certain que des gisements qui avaient été exploités depuis les années 1930 commencent à s'épuiser là, dans les années 80, ce qui rend l'exploitation beaucoup plus complexe et plus coûteuse aussi.
Donc, en même temps, le prix de l'or connaît aussi une période de ralentissement. Donc, le prix de l'or avait monté beaucoup dans les années 70 là, quand il était rentré dans la logique de libre marché. Mais là, au début des années 80, les choses vont pas aussi rapidement que par le passé. La croissance, elle est moindre au niveau du prix de l'or. Donc, dans ce contexte-là, il y a plusieurs mines qui ferment leurs portes ou qui mettent fin à leurs activités. L'exemple le plus marquant, c'est sans doute la mine Lamaque, qui avait été pendant donc, des décennies un des plus grands producteurs d'or au Québec, et elle va fermer ses portes donc, en 1985. Pour une ville comme Val-d'Or, ces fermetures représentent évidemment un moment important, parce que ces mines avaient joué un rôle central dans le développement économique et social depuis, en fait, les années 1930. Donc, même si certaines mines historiques ferment leurs portes à partir des années 1980, l'activité minière ne disparaît pas complètement dans la région. Parce qu'au fil des décennies, de nouvelles explorations continuent et certains gisements vont même connaître une seconde vie. Et c'est justement le cas d'une mine, en fait, bien connue dans le secteur de Val-d'Or, la mine Kina. Maxime, quelle place occupe ce site dans l'histoire minière de la région? La mine Kina, c'est un bon exemple de la façon dont l'histoire minière de Val-d'Or continue d'évoluer au fil du temps. Donc le gisement est connu, lui, depuis les années 1930. Il y a des premiers travaux d'exploration qui commencent relativement tôt dans le secteur de la Kina. Un premier puits est creusé dès 1936, mais il faudra attendre plusieurs décennies avant que le projet soit vraiment développé. La mine entre en production au début des années 80, puis elle va produire de l'or pendant plusieurs décennies. En fait, au total, elle va produire 1,7 million d'onces d'or avant d'arrêter ses opérations en 2013. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2016, il y a une nouvelle zone aurifère qui est découverte à grande profondeur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la zone Kina Deep. Cette découverte relance complètement l'intérêt pour le site, ce qui fait que la compagnie minière Wesdome va investir pour relancer l'exploitation de la mine avec un projet qui prévoit l'extraction de plusieurs centaines de milliers d'onces d'or au cours des prochaines années. C'est un bon exemple de ce qu'on observe souvent dans l'industrie minière. Donc même après la fermeture d'une mine, les progrès dans l'exploration et dans les technologies permettent de redécouvrir et d'exploiter parfois des nouveaux gisements jusqu'alors insoupçonnés. Et à part la mine Kina, à quoi ressemble le paysage minier de Val-d'Or? Avec le prix de l'or qui connaît des montées historiques, on s'imagine facilement que c'est encore un secteur prolifique. Aujourd'hui, Val-d'Or demeure l'un des centres miniers les plus importants du Québec. Plusieurs entreprises qui continuent d'exploiter ou de développer des projets dans le secteur. Par exemple, la compagnie Agnico Eagle exploite la mine Goldex qui est entrée en production en 2008 et qui continue encore aujourd'hui de produire de l'or grâce à différentes zones d'exploitation là, en profondeur. On voit aussi des nouveaux projets. La même entreprise, Agnico Eagle, développe notamment le projet Marben dans le secteur de Dubuisson qui pourrait devenir dans les prochaines années une nouvelle mine importante pour la région. De son côté, il y a la compagnie Eldorado Gold Québec qui exploite depuis 2019 et encore aujourd'hui le complexe Lamaque qui comprend notamment les mines Triangle et Ormac ainsi que des installations de traitement là, qui sont situées là, au niveau de l'ancienne mine Sigma. Bien sûr, comme on l'a mentionné plus tôt, il y a la mine Kina qui est exploitée par Wesdome. Autrement dit, près d'un siècle après les premières découvertes aurifères, le district minier de Val-d'Or demeure encore très actif. Et pour ceux qui visitent la région aujourd'hui, est-ce qu'il est même possible de plonger directement dans cette histoire minière? Oui, absolument. À Val-d'Or, on peut visiter la Cité de l'Or qui se trouve sur le site de l'ancienne mine Lamaque. C'est une expérience qui permet de descendre sous terre là, dans une ancienne galerie minière puis de découvrir concrètement comment travaillaient les mineurs à l'époque. C'est aussi une belle façon de comprendre à quel point l'exploitation de l'or a façonné le développement de la ville et toute la région. Et au passage, ça permet de voir les maisons historiques aussi du quartier Bourg-Lamaque qui est juste à côté. Donc, à Val-d'Or, l'or fait apparaître des mines, mais aussi toute une ville. Et si on poursuit notre route le long de la faille de Cadillac, on arrive bientôt à un autre endroit où l'or va transformer complètement le paysage. Notre prochaine escale, Malartic. Exact. Puis s'il y a des gens qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Val-d'Or, ben, je les invite à consulter notamment les travaux de l'historien Denis Chabot qui sont très complets là-dessus. Puis un ouvrage aussi très récent qui vient tout juste de sortir au moment où on enregistre, Cheryl, mais Val-d'Or au féminin,
qui est une production là, de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or, qui met vraiment en lumière le parcours de différentes femmes de Val-d'Or, mais aussi de tout le secteur, qui ont contribué donc, au développement de la ville. Donc je pense que c'est des bons ouvrages complémentaires là, pour explorer certaines zones d'ombre dont on n'a pas pu traiter aujourd'hui dans l'épisode. Tout à fait. Bien, pour les curieux qui souhaitent effectivement pousser plus loin le tout, c'est noté. Merci beaucoup, Maxime. À la prochaine. Vous venez d'entendre Sur la faille de Cadillac, une série produite par le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Cette émission en balado-diffusion est présentée par Westdome Minkina, avec le soutien de CEMAC Tyson, d'Eldorado Gold Québec, du projet minier Novador de Fresnillo PLC, de Ressources Cartier, Ressources Falco, de la mine Westwood Diam Gold, de Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, de Mendigold Masti, député d'Abitibi Bay James Nunavik EU, et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Cet épisode est rendu possible grâce au travail de recherche et de rédaction exécuté par Félix Lemieux, assistant de recherche au musée et candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, et réalisé par Maxime Bolduc, coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets au musée, également doctorant en études culturelles à l'Université de Sherbrooke. La musique est une réalisation de Jérémy Tessier du studio Cohérence.